C'était un samedi matin, le ciel était clair et le groupe de discussion de mes amis vibrait déjà d'une énergie frénétique. Barbecue, match de foot, week-end à la campagne. C'était une journée où tout le monde sortait pour s'amuser. Moi, j'étais en costume dans le parking souterrain de mon immeuble, en train de badger pour commencer ma journée. Pourquoi ? Parce que le directeur de mon département, mon super direct, m'avait demandé de ramener sa voiture à son domicile. Julien, déposez ma voiture chez moi aujourd'hui. Vous connaissez l'adresse, n'est-ce pas ? La clé est dans la boîte à gants. Le visage de mon directeur qui m'avait jeté ces mots un vendredi soir alors que je sortais à peine d'une longue semaine de travail avant de partir le premier, flottait encore devant mes yeux. J'ai marmonné pour moi-même « Suis-je son larbin ?» Mais que pouvais-je faire ? J'ai simplement souri et répondu « Bien sûr, monsieur Dubois. » C'est comme ça qu'on survit dans ce milieu. Ça, je pouvais encore le supporter. Mais ce matin-là, j'ai soudainement reçu un appel. Ma femme aura besoin de la voiture aujourd'hui. Ne la laissez pas au gardien. Remettez-lui les clés en main propre. Appelez-la quand vous serez devant chez nous. Un rire m'a échappé. Il ne fallait pas un effort surhumain pour simplement remettre des clés. Je n'étais pas un livreur, mais à ce moment-là, le seul mot qui me venait à l'esprit était domestique. Quand je suis arrivée devant l'immeuble de mon directeur, des perles de sueur coulaient déjà dans mon dos. C'était une voiture de luxe, mais elle était aussi grande et lourde. Et à force de conduire dans un état de stress, un mal de tête commençait à poindre. J'ai appelé « Madame, j'ai amené la voiture ». D'une voix froide, elle n'a dit qu'une seule phrase « Un instant, s'il vous plaît ». « Ouf, oui, madame ». Ces mots me sont montés à la gorge, mais je les ai ravalés de justesse. En attendant, j'ai jeté un coup d'œil aux alentours. Quel beau quartier! Au milieu de ces belles demeures, il y avait un jardin tranquille et l'ombre des arbres s'étirait sur le sol. C'est à ce moment-là qu'une femme est apparue au loin. Plus précisément, elle semblait glisser. La longueur de sa jupe qui frôlait le milieu de ses cuisses, sa démarche assurée même en sandales plates, ses épaules et sa nuque, délicatement enveloppées par le soleil, et ses poignets fins et lisses. J'avais le souffle coupé. Elle s'est approchée et a demandé « C'est mon mari qui vous envoie ?» J'ai répondu « Oui, mais je suis presque certain que le tremblement dans ma voix n'était pas qu'une illusion. »« Il ne vous a pas dit que j'avais besoin d'un chauffeur ?»« Ah !» Après une courte pause, elle a ouvert la portière et s'est assise sur la banquette arrière. « Montez, nous devons aller assez loin. » La banquette arrière. Elle n'était même pas montée à côté de moi, mais derrière, comme si elle donnait un ordre tout naturellement. « Où dois-je vous conduire ?»« Au cabinet du docteur Herbin à Vincennes. » Mettez le GPS, ça va prendre un peu de temps. Sa voix était douce, mais son regard me transperçait à travers le rétroviseur. Dès que j'ai commencé à conduire, elle a fermé les yeux, croisant les bras et les jambes. Mon regard était constamment attiré vers la banquette arrière. Ses cuisses étaient exposées sous la jupe. Ses jambes étaient longues, fermes et sexy. La sueur a coulé, pas à cause du soleil, mais parce que le désir commençait à me nouer la gorge. Cette femme était l'épouse de ce directeur bedonnant et sans charme. C'était tout simplement incroyable. Une femme si lisse, si sensuelle. La voiture quittait lentement le quartier. C'était étrange. Ce jour-là, il y avait exceptionnellement beaucoup de bruit sur la route et le son du moteur me paraissait plus fort que d'habitude. C'était peu être à cause des battements de mon propre cœur. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai pensé que j'aimerais posséder cette femme. Ce fut le début de tout. Le trajet a duré plus d'1 heure. Pendant tout ce temps, elle a gardé les yeux fermés et moi, à travers le rétroviseur, je ne pouvais détacher mon regard de l'ourlet de sa jupe qui dévoilait ses jambes. Le silence régnait dans la voiture. Le paysage à l'extérieur changeait, mais mon esprit était figé, tournant autour d'une seule pensée. Pourquoi cette femme est-elle si excitante ? Suis-je en train de devenir fou ? C'est la femme de mon patron. Au moment où elle a légèrement bougé sur la banquette arrière, sa jupe a glissé de quelques centimètres de plus le long de sa cuisse. Est-ce qu'elle avait remarqué à travers le rétroviseur que mon regard avait été captivé un instant ? Une sueur froide a parcouru mon dos. Une fois arrivée, elle a dit sans même bouger « Je vais juste chercher mes médicaments, attendez-moi ». En sortant, elle ne m'a pas accordé un seul regard. Restée seule au volant, j'ai ressenti une sensation cuisante sur le dos de ma main. Était-ce de la honte ou de l'excitation ? C'était une émotion si étrange que je ne pouvais la distinguer. En revenant avec un sachet de la pharmacie, elle a soudainement lancé « Conduisez-moi à l'hôtel maintenant, je dois retrouver un ami ». Au moment où j'ai fait demi-tour, quelque chose s'est brisé en moi. C'était plus du travail, c'était même plus une course.
J'avais l'impression de devenir simplement le chauffeur pour l'agenda personnel de cette femme. Devant l'hôtel, elle a dit « je serai de retour dans 30 minutes ». Ne partez pas, attendez-moi. C'est tout ce qu'elle a dit avant de disparaître à l'intérieur. Je suis restée assis, les mains sur le volant, incapable de faire quoi que ce soit. Sa silhouette a disparu et j'ai de nouveau baissé la tête en murmurant « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est quoi ce délire ?» Le temps passait lentement et quand elle est finalement sortie, elle portait un autre sac sur son épaule. Elle a souri légèrement et a dit « Merci ». Grâce à vous, c'était bien plus simple. Au fait, Julien, quel âge avez-vous? J'ai hésité un instant avant de répondre. J'ai 45 ans, madame. Elle s'est arrêtée. On a le même âge? Je pensais que vous étiez plus vieux que moi. Cette seule phrase a créé une étrange fissure en moi. Le fait qu'elle, avec qui je n'avais échangé ni nom ni conversation personnelle, m'ait soudainement souri en me disant que nous avions le même âge, est resté gravé dans mon esprit de manière anormalement longue. Sur le chemin du retour, elle a de nouveau fermé les yeux en silence et moi, tout en essayant de ne pas la regarder dans le rétroviseur, j'ai fini par jeter plusieurs coups d'œil furtifs à l'ourlet de sa jupe posée sur ses cuisses. Une fois la voiture garée devant chez elle, elle a ouvert la portière et a dit « Merci pour votre aide, j'aurais peu être encore besoin de vous ». Mon cœur a raté un battement à ces mots. Il y avait une résonance claire dans sa voix, une résonance qui portait en elle un courant indéniablement attirant. Cette nuit-là, seule dans ma chambre, ses jambes et cette phrase « On a le même âge » n'arrêtait pas de tourner dans ma tête. Deux personnes du même âge ayant traversé la même époque. Mais l'une est la femme d'un supérieur, l'autre est son employé. Dans cet interstice, un vent étrangement sensuel semblait commencer à s'infiltrer. Tout avait déjà commencé, très lentement. Quelques jours ont passé. Elle n'a donné aucun signe de vie. C'est peut-être pour ça que je pensais encore plus à elle. Ses jambes vues depuis le siège du conducteur, la courbe de son corps appuyé, les yeux fermés et cette seule phrase « On a le même âge ». Un coin de mon cœur me démangeait étrangement. Mais voilà. Ce vendredi-là, mon patron m'a annoncé qu'il serait absent. Mon voyage d'affaires s'est un peu prolongé. Environ 10 jours, je laisse la voiture. Alors si ma femme a besoin d'aide, donnez-lui un coup de main. Encore cette femme. Le simple fait de me dire que je devais l'aider me rendait heureux et je me suis détestée pour ça. Le samedi après-midi, le téléphone a sonné. C'était Élise, une voix familière. « Ce soir, il faut que j'aille à Vincennes pour voir un ami. » Encore le chauffeur, pensais-je, mais j'ai accepté et j'ai pris la voiture. En arrivant, elle m'attendait et comme la dernière fois, elle s'est assise à l'arrière. Elle portait une courte robe noire, manches longues, mais sa silhouette était parfaitement dessinée. Dès qu'elle s'est assise, elle a croisé les jambes et à cet instant, la jupe est remontée le long de ses cuisses. La voiture avançait en silence. Je n'avais pas allumé la radio, nous ne disions rien, mais l'air semblait étrangement vibrant. Au milieu du trajet, elle a pris la parole. « Ça risque de prendre un peu de temps ce soir. Si vous vous ennuyez, allez prendre un café dans le coin. » Après ces mots, elle est montée dans un ascenseur. Mais honnêtement, je n'avais aucune envie d'aller dans un café. J'avais l'impression que ma bouche serait pâteuse et que je sentirais même pas le goût du café. Alors, j'ai simplement erré dans la ruelle en face, jetant des regards furtifs dans sa direction avant de la suivre à l'intérieur. Je ne l'ai pas suivie de près. J'ai hésité un moment, puis j'ai attendu environ 15 minutes sur un canapé dans le hall de l'hôtel et je suis montée délibérément. Dans l'ascenseur, mon cœur battait à tout rompre. Au 3e étage, une porte était entrouverte. À travers la fente, j'ai vu une silhouette. C'était Élise. Elle était dans les bras d'un homme. La main d'un inconnu entourait sa taille et elle avait les yeux fermés. Qu'est-ce que c'est que ça? Les mots étaient coincés dans ma gorge, mais mon corps ne bougeait pas. Elle m'a vue. Surprise, elle a rapidement retrouvé son calme. Puis, elle a lentement fermé la porte. En redescendant par l'ascenseur, je me mordais les lèvres, ressassant sans cesse la même pensée. Si seulement j'avais été à la place de cet homme, après sa disparition, je suis restée appuyée contre le mur, derrière l'hôtel, j'avais la gorge sèche, la poitrine serrée. Je ne sais pas combien de minutes se sont écoulées avant que je ne retourne à la voiture. Sans même pouvoir démarrer le moteur, j'ai attendu qu'elle réapparaisse. Exactement 30 minutes plus tard, elle est sortie par la porte principale de l'hôtel. Même de loin, je le sentais. Son visage était inexpressif, son regard froid et clos. Sans un mot, elle a ouvert la portière passager et s'est assise. Elle, qui s'asseyait toujours à l'arrière, était maintenant assise à côté de moi, en silence. Les bras croisés, elle regardait par la fenêtre. Ses lèvres étaient pincées et on n'entendait même pas sa respiration. Je n'ai rien dit non plus. Le silence régnait dans la voiture. Ce silence était lourd,
oppressant, et même le bruit du moteur semblait inconfortablement fort. C'est ainsi que nous sommes retournés devant chez elle, sans échanger un seul mot. Quand la voiture s'est arrêtée, elle a ouvert la portière et est sortie sans même tourner la tête. Je n'ai pas bougé jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'intérieur de la maison. Et cette nuit-là, j'ai reçu un message d'Élise. Julien, ne parlez de ce que vous avez vu aujourd'hui, je ferai ce que vous voudrez. Cette phrase, je ne savais pas si c'était une menace ou une invitation, a ouvert une porte en moi. La nuit, j'ai reçu son message, je ne sais pas combien de fois j'ai allumé et éteint l'écran de mon téléphone. Ne parlez de ce que vous avez vu aujourd'hui. Je ferai ce que vous voudrez. Un frisson qui me coupait le souffle a parcouru mon corps à la lecture de cette phrase. Je devais l'effacer, je devais l'oublier. Mais mon cœur allait dans la direction opposée. Le lendemain, j'ai envoyé un message. Ce que je voudrais, dont vous parliez hier, ce serait d'être invitée aujourd'hui. Je savais très bien à quel point ces mots étaient directs. Elle n'a pas répondu pendant longtemps. Puis, en fin d'après-midi, 3 mots sont arrivés. Venez. Mon cœur s'est effondré et mes paumes sont devenues moites. Je me suis regardée dans le miroir, j'ai changé de chemise, j'ai pris une longue inspiration et je me suis dirigée vers sa maison. Je n'ai pas sonné. La porte était ouverte. L'intérieur était silencieux. La lumière était tamisée et de fins rideaux flottaient devant la fenêtre. Entrée. Elle était appuyée contre le canapé. La silhouette sous son fin tricot était visible et elle portait une nuisette qui remontait bien au-dessus de ses genoux. Elle n'a pas détourné le regard et moi non plus, je n'ai plus reculé. Je me suis approchée et nos lèvres se sont rencontrées. Elle n'a pas été surprise. Un très léger sourire a effleuré le coin de ses lèvres. Le bout de mes doigts a suivi la ligne de ses épaules et le tricot a glissé au sol. Nos respirations sont devenues plus chaudes et l'air s'est rapidement embrasé. Elle n'a pas fait de bruit et je me suis laissée entraîner plus profondément. Dans le silence, nous nous sommes effondrés l'un dans l'autre. C'était pas qu'une seule fois. Nous avions tous les deux manqué le moment où il fallait s'arrêter. Dans l'obscurité, nous avons lentement mais sûrement franchi la ligne. Alors que nos respirations s'apaisaient, assise sur le bord du canapé, elle a dit d'un ton neutre « Je crois que je savais que ça finirait comme ça, mais je ne regrette pas ». Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai doucement posé ma main sur la sienne. Elle n'a pas retiré sa main et la pièce est redevenue silencieuse. Dehors, une pluie fine commençait à tomber. Les jours qui ont suivi ont été calmes. Elle ne m'a pas contactée et je n'ai pas cherché à le faire non plus. Mais ma tête était remplie des images de cette journée. Ses lèvres, sa respiration basse, cette nuit où tout était permis sans un mot. C'était pas une simple impulsion. C'était comme si une partie, non pas de mon corps, mais de mes émotions, avait été arrachée pour se coller à elle. Ce vendredi-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était elle. Julien, vous savez que mon mari est toujours en voyage, n'est-ce pas? J'ai un truc à faire où j'aurai besoin de la voiture avec vous. C'était tout ce qu'elle a dit, mais c'était suffisant. Le lendemain après-midi, j'étais de nouveau devant chez elle. Cette fois, je n'ai pas sonné et la porte était toujours ouverte. Elle était assise sur le canapé à l'intérieur et ne s'est pas levée en me voyant. Le bout de ses pieds chaussés de pantoufles apparaissait sous le canapé et un léger sourire flottait sur ses lèvres. Je suis entrée sans un mot et je me suis assise à côté d'elle. Elle a lentement tourné la tête vers moi et a délicatement posé sa main sur la mienne. Ce simple contact en disait plus que n'importe quel mot. Nous nous sommes de nouveau appuyés l'un contre l'autre en silence et cette nuit-là s'est écoulée de la même manière. Nous étions devenus quelque chose de familier. L'invitation, le déshabillage, le moment de l'union, l'hésitation disparaissait peu à peu. Mais le problème, c'est que plus nos corps s'habituaient, plus mon esprit devenait confus. En regardant son visage endormi, une pensée m'a soudain traversé l'esprit. Une fois ce moment terminé, où suis-je censée retourner? Cette nuit-là, à l'aube, j'ai quitté sa maison en silence. En fermant la porte, ma main s'est attardée un instant sur la poignée. J'ai eu l'impression de lâcher quelque chose. Le chemin pour aller chez elle était devenu trop familier. Je n'avais plus besoin de sonner, je savais où garer la voiture, comment enlever mes chaussures en entrant. Mon corps s'en souvenait avant même ma tête. La porte était toujours ouverte et ce jour-là encore, elle attendait à l'intérieur. Une lumière tamisée éclairait la maison et à la télévision du salon, un drame silencieux se déroulait. Elle était à moitié allongée sur le canapé, serrant un coussin contre elle et fixant l'écran. « Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, regardons juste la télé ensemble. » Elle a dit cela sans même me regarder. Je me suis assis prudemment sur le fauteuil en face et quelques secondes de silence se sont écoulées. Seuls les dialogues du drame remplissaient la pièce et elle les encaissait sans aucune expression. J'ai légèrement tiré le fauteuil pour me tourner vers elle. Le dos de ma main a frôlé son bras, mais elle n'a pas bougé.
Soudain, elle s'est levée, un verre de vin à la main, et a dit « Julien, vous pensez que je suis quoi, au juste ?» Ces mots semblaient être une question posée à quelqu'un, mais en réalité, c'était comme si elle se parlait à elle-même. Je n'ai pas répondu. J'avais l'impression qu'à la seconde où je répondrais, ce mur de silence s'effondrerait complètement. Elle s'est dirigée en silence vers la cuisine, a posé le verre dans l'évier et a lentement ouvert la porte de la chambre. Restée seule sous la lumière du salon, j'ai longuement regardé le verre de vin vide avant de m'adosser au canapé. Cette nuit-là, nous n'avons eu aucun contact physique. Elle avait disparu et j'étais restée là. Le lendemain matin, en posant une tasse de café sur la table, elle a dit « Je ne me sens pas très bien, partez tranquillement aujourd'hui ». J'ai hoché la tête, aucun mot ne me venant à l'esprit pour compléter sa phrase. Au moment où j'allais ouvrir la porte d'entrée pour partir, elle a ajouté doucement une dernière chose. La porte sera ouverte la prochaine fois aussi. Je ne savais pas si c'était une promesse tendre ou un contrôle glacial. J'ai silencieusement baissé la tête et j'ai fermé la porte. Cette porte m'a semblé un peu lourde. Je n'ai pas eu de ces nouvelles pendant plusieurs jours. Je n'ai pas essayé de sonner et je n'étais plus certain que la porte serait ouverte. J'ai attendu et le fait d'attendre me rendait de plus en plus amère. Je me répétais que nous n'étions qu'un bref interlude, deux personnes qui s'étaient tenues, appuyées l'une contre l'autre, partageant le même souffle, mais ces mots perdaient de plus en plus de leur crédibilité. Un samedi après-midi, alors que je tuais le temps en regardant mon téléphone, j'ai reçu un message d'elle. « Ça ne sera pas possible aujourd'hui, je suis fatiguée. On verra la prochaine fois. » L'année. C'était une phrase sobre, sans regret ni excuse, mais cette phrase a commencé à me détruire. La prochaine fois dont elle parlait, était-elle vraiment pour moi? Ou était-ce la part de quelqu'un d'autre, remplaçable? Pour connaître la réponse, j'ai arpenté le parking de l'hôtel. Sans aucun plan, sans aucune légitimité, je suis juste restée là. Et je l'ai revue, cette fois c'était clair. Elle était avec quelqu'un, et ce quelqu'un était bien plus jeune que moi, avec un sourire qui semblait si léger. Elle a posé sa main sur son bras et est entrée dans l'hôtel. Elle a disparu de ma vue très lentement, j'étouffais, je ne pouvais plus contenir la colère qui brûlait dans ma poitrine. J'ai immédiatement appelé. Elle a répondu après quelques instants. « Oui, Julien, sa voix était si nonchalante que je n'ai plus pu me retenir. Je pensais qu'il y avait vraiment quelque chose entre nous. Elle n'a rien dit. Après un moment de silence, elle a parlé doucement. On se donnait juste ce dont on avait besoin l'un et l'autre. Rien de plus, rien de moins. Je savais qu'elle avait raison, mais mon cœur refusait de l'admettre. Alors pourquoi m'avez-vous ouvert la porte ce jour-là? Pourquoi m'avez-vous pris la main et dormi avec moi sans un mot? Ma voix tremblait et elle a conclu avec un soupir. Julien, quand les sentiments s'en mêlent, ça devient dangereux. J'ai raccroché. Je n'ai même pas allumé la lumière dans ma chambre. Je me suis assis sur le canapé où elle s'était blottie et j'ai pris une profonde inspiration. C'est là que j'ai compris. J'étais jaloux. C'était une émotion qui n'avait jamais été autorisée dès le départ. La nouvelle du retour de M. Dubois est arrivée discrètement via la messagerie de l'entreprise. En apprenant que son voyage d'affaires avait été écourté, j'ai d'abord regardé mon téléphone. Aucun message d'elle. Ces quelques jours de silence, mon cœur qui bouillait de jalousie et de regret s'est figé en un instant. Elle était redevenue l'épouse de quelqu'un. Et quelques jours plus tard, un dîner d'entreprise a été organisé. En apprenant que M. Dubois et Élise viendraient tous les deux, j'ai dû essuyer ma cuillère au moins 3 fois. Elle n'avait pas changé. Elle avait changé de manière si parfaite. Une robe sobre, les cheveux sagement attachés, un sourire tranquille. Je n'arrivais pas à croire que ce sourire appartenait au même visage que celui qui riait avec ce jeune homme dans le hall de l'hôtel quelques jours plus tôt. Assise à côté de M. Dubois, elle souriait comme toujours, répondait légèrement et remplissait les verres. « Julien, asseyez-vous ici. » Le regard qu'elle m'a lancé en me faisant un léger signe de la main était clair, comme si rien ne s'était passé. Si seulement j'avais été au milieu d'inconnus, ça aurait été plus facile à supporter. Je me suis assis à côté d'elle et même à ce moment-là, elle n'a pas bronché. Je n'ai fait que boire en silence et à un moment donné, M. Dubois m'a tapé sur l'épaule en disant « On dirait que vous venez souvent près de chez nous ces derniers temps. Il y a un bon restaurant caché dans le coin ?» À ces mots, le bout de mes doigts s'est glacé. Élise est intervenue rapidement avec un sourire. Il y a un très bon traiteur italien. Julien me l'avait recommandé, alors j'y suis allée. C'était si naturel. Pendant que je tremblais à l'idée de trahir mes émotions, elle contrôlait parfaitement la situation. J'étais le seul mal à l'aise à ce dîner, le seul à faire semblant que rien ne s'était passé. Cette nuit-là, en rentrant seule, j'ai pensé ce que nous avons vécu n'était vraiment pas des sentiments. Allongée dans mon lit, dans une chambre vide, je fixais le plafond en essayant de ne pas prononcer son nom.
Mais ce nom était déjà devenu le mien en moi depuis longtemps. Le visage de Monsieur Dubois, croisé devant la photocopieuse du bureau, me semblait un peu plus étranger qu'avant. Son sourire était le même, mais le regard qu'il contenait était différent. Julien, vous entretenez bien la dashcam, on a trouvé des rayures sur la voiture récemment dans le parking, c'était des mots jetés en l'air, mais mon cœur a battu fort. Le soupçon derrière ces mots a enflé bruyamment dans mon esprit. Après ce jour, chaque fois que je prenais les clés de la voiture, je vérifiais 2 ou 3 fois. Et en passant dans la ruelle de la maison d'Élise, je baissais la tête inconsciemment. Je retenais mon souffle, je faisais semblant de ne rien savoir, et j'ai tenu comme ça quelques jours. Mais elle était différente. Un soir, venez ce soir, ces 3 mots envoyés par message, elle m'a accueilli à l'entrée dans une jupe encore plus courte qu'avant. Sans un mot, elle a sorti du vin et j'ai bu sans rien dire. Cette nuit-là, nous n'avons rien dit. Seules nos mains ont bougé les premières, nos souffles se sont mêlés et nous nous sommes enlacés lentement et passionnément, comme pour vérifier la chaleur de l'autre. Mais la fin était différente des autres fois. Une fois que tout fut terminé, elle m'a tourné le dos et a allumé une cigarette. Si vous voulez arrêter, arrêtez. Des mots lancés avec légèreté. Mais à l'intérieur se cachait une froideur dangereuse. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas s'il fallait vraiment arrêter ou si je devais continuer ce moment. Elle a laissé la fumée de cigarette s'échapper par la fenêtre et a dit nonchalamment « Je sais que je vous trouble, Julien, mais si difficile que ça, je ne pouvais ni rire ni même pleurer. Je la regardais de dos en me mordant les lèvres. » À cet instant, j'ai senti très précisément que j'étais prisonnier de cette femme. Dehors, un vent froid soufflait et à l'intérieur, un silence encore plus froid s'éternisait. J'ai reçu un message d'elle le jour où Monsieur Dubois est reparti en voyage d'affaires. « Pouvez-vous passer ce soir ?» Rien d'autre. Seul mon cœur battait fort et je suis restée longtemps à hésiter, le téléphone à la main. Mais finalement, je me suis de nouveau dirigée vers cette porte. Serait-elle ouverte comme avant? J'ai hésité un moment, mais cette fois, elle était fermée. Et quand j'ai délicatement sonné, elle a ouvert. C'est peut être la dernière fois. Ces mots sortis de ses lèvres étaient si calmes que cela m'a rendu encore plus anxieux. En passant le seuil, j'ai retrouvé le salon familier, la lumière légèrement tamisée. Sur la table à manger, 2 verres de vin étaient déjà servis et elle m'a tendu lentement un verre. Nous nous sommes assis en face l'un de l'autre en silence et avons bu le vin. Après une gorgée, elle a posé son verre et a dit « Je pense vous avoir donné tout ce que vous vouliez jusqu'à présent ». Son ton était étrangement détaché et ce détachement m'a semblé encore plus effrayant. Alors aujourd'hui, c'est la dernière fois que vous m'avez appelé. Elle n'a pas répondu. À la place, elle a vidé son verre et a éteint doucement la lumière. L'obscurité a lentement envahi la pièce et nous avons recommencé à communiquer uniquement par le son de nos respirations. Cette nuit-là, dans une tension de faim, a été plus prudente, plus intense. Mais après, elle a immédiatement tiré la couverture sur elle et moi, allongée sur le dos, j'ai regardé le plafond. Aucun son ne se faisait entendre et le silence s'étirait comme un long dialogue. À l'aube, elle s'est levée la première et a dit doucement « Maintenant, vous ne pouvez plus compter sur moi. » Je n'ai même pas posé de questions en regardant sa silhouette de dos. Même si j'entendais une réponse, je n'obtiendrais pas les mots que je voulais entendre. Devant la porte, en enfilant mes chaussures, j'ai posé une dernière question. « Je ne dois plus jamais revenir. » Sans tourner la tête, elle a posé sa main sur la poignée et a dit « Désormais, la porte sera fermée à clé. » Incapable de répondre à ces mots, j'ai quitté la maison en silence. Le son de la porte qui se fermait a résonné, lourd et grave, comme la fin entre elle et moi. Mais c'était étrange. Depuis ce jour, même en m'éloignant, la chaleur de son corps ne s'est pas dissipée en moi. Les nuits où je voulais croire que c'était fini, le son de sa respiration ressuscitait à mon oreille. Cette porte était fermée, mais j'étais toujours à l'intérieur. L'histoire d'aujourd'hui s'arrête ici. Si quelqu'un a écouté cette histoire en silence jusqu'au bout, pourriez-vous laisser un petit commentaire pour me le dire? Et si votre cœur a été un tant soit peu touché, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer. La prochaine fois, je reviendrai vers vous avec une histoire encore plus haletante et plus palpitante.